tous. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Alors, je vois qu'on a déjà des participants, c'est super. Merci à vous de participer à cet événement ce matin avec nous autour de la digitalisation. C'est vrai que c'est un sujet qui nous passionne chez nous à Limpide. C'est des problématiques sur lesquelles on aime beaucoup travailler. Et donc, on a pour l'occasion finalement 3 invités de marque avec nous ce matin pour échanger autour de ces sujets. N'hésitez pas en tout cas à nous dire si de votre côté le son et la caméra fonctionnent bien. Comme ça nous permet de s'assurer que tout est OK pour tout le monde et puis de nous passer un petit bonjour aussi dans le chat. En tout cas, nous, on est ravis de vous accueillir. Un petit mot sur Limpide et sur cette intervention. Vous le savez, je vois que certains nous connaissent déjà plutôt bien. On aime partager, échanger autour de nos expertises. Et ça, on le fait au travers de différents contenus à l'agence, comme aujourd'hui sur ce talk-là. On le fait aussi sur des formats de veille, sur des interviews. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu tout ce qu'on fait pour les personnes qui s'intéressent un petit peu à toutes ces problématiques sur le digital. Nicolas, est-ce que tu peux... c'est bon, c'est top. Donc, un rapide mot sur Limpide. Pour les personnes qui ne nous connaissent pas encore, Limpide, on se définit comme créateur d'expériences sur le digital. On travaille principalement sur 2 types de projets, des sites web, des produits. Et tout ça, on le fait au travers d'une méthodologie en 4 étapes qui nous permet de délivrer de la performance et surtout, et c'est essentiel de remettre l'utilisateur au centre de la réflexion, de remettre l'usage finalement au centre de la conception. Et cette méthodologie, aujourd'hui, elle est portée par 32 personnes à l'agence, des corps de métier très différents, mais qui ont tous pour objectif de travailler sur la création ou sur l'amélioration d'un dispositif digital. Nicolas, est-ce que tu peux passer? Merci beaucoup. Et finalement, c'est vrai qu'à l'agence, on dit souvent que nous, notre métier, au final, c'est de simplifier les choses par le digital, donc de donner, parfois de redonner du sens aux expériences digitales. Et ça passe par finalement des audits, de la stratégie, du design avec de l'UX, de l'UI, éprouver des concepts et des parcours au travers de tests. Ça, effectivement, c'est essentiel pour pouvoir développer par la suite sereinement. Et puis, on va également travailler sur toutes les problématiques qui touchent au trafic, au web marketing et puis à l'onboarding et la communication autour de tous nos projets. Et c'est vrai que aujourd'hui, notre méthodologie, sa force, c'est qu'elle s'adapte à tout type de secteur, tout type de clients, de problématiques. Donc, on a la chance de travailler aujourd'hui aussi bien avec des grands groupes sur des problématiques plutôt d'outils métiers avec les équipes métiers et puis sur des problématiques parfois d'acquisition sur des sites web avec des PME ou des startups. Aujourd'hui, donc on va échanger, comme vous le savez, sur tout ce qui touche aux problématiques de digitalisation et à ces enjeux. Et donc, je vais laisser la parole à Nicolas pour introduire le sujet. Je vous souhaite à tous un très bon webinaire. N'hésitez pas, en tout cas, si vous avez des questions à les poser, c'est l'occasion. Merci à tous. Nicolas. Merci beaucoup, Naomi, pour cette introduction. Je suis ravi de vous accueillir sur ce talk aujourd'hui. Vous l'avez vu au travers de notre teaser, l'objectif c'est de parler de digitalisation des processus métiers dans une usine. Voilà, c'est un sujet qu'on a découvert il y a quelques temps déjà au travers de plusieurs projets, dont un emblématique que l'on a eu la chance de réaliser avec Danone. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Popovic de Danone. Guillaume, est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour tout le monde? Oui, bonjour à tous. Donc Guillaume Popovic, je suis ingénieur projet digital manufacturing, donc c'est un projet Europe d'accélération du digital chez Danone. Et il y a déjà 1 an et demi, j'ai pu travailler avec Limpide sur ce projet de digitalisation d'un processus qui était excellent. Merci Guillaume. Et donc aujourd'hui, je suis accompagné également de Christina. Oui, bonjour à tous. Merci pour cette introduction, Nicolas. Donc pour le coup, Christina, j'ai product manager à l'agence Limpide. Donc j'accompagne notamment ici l'ensemble, en tout cas, des projets qui sont vraiment dédiés aux produits. Et j'ai eu la chance effectivement de travailler sur le projet Danone avec Guillaume, qui était mon interlocuteur direct sur en tout cas ce projet au long de ces quelques mois de travail pour le coup. Ouais, donc au cœur du projet, Christina, effectivement. Et puis moi aussi, j'ai travaillé activement sur ce projet-là. Très intéressant. Et moi, aujourd'hui, je suis un des cofondateurs de l'agence. Je m'occupe finalement de tout ce qui est design au sens large du terme, design UX, design UI. Et puis, j'ai des fonctions transverses à l'agence également, plutôt sur l'organisation et l'opérationnel,
fluidifier finalement toutes les expériences qu'on a la chance de délivrer à nos clients. Guillaume, peut-être, est-ce que tu peux nous donner un petit mot sur les enjeux de la digitalisation des usines chez Danone? Oui, absolument. Donc aujourd'hui, la digitalisation chez Danone, elle s'oriente autour de 3 axes. Améliorer la performance. La digitalisation aujourd'hui, c'est une façon d'améliorer notre productivité au sens large du terme. Autant gagner de la performance sur nos machines, mieux les comprendre, etc. Que amener la bonne information au bon moment à la bonne personne, justement pour améliorer nos processus usine. Ensuite, c'est un point très important pour se recentrer autour de l'humain. Redéfinir un petit peu les rôles de chacun et fluidifier les communications et un petit peu améliorer les compétences de chacun. Et enfin, c'est un très bon moyen pour se tourner vers demain, un petit peu à l'image d'une Tesla, si je peux dire ça comme ça, qu'une mise à jour logicielle nous permette d'améliorer notre performance. C'est un petit peu l'idée qu'on a chez Danone. Très bien. Donc très intéressant, c'est vrai qu'on a des points communs, se recentrer autour de l'humain, forcément. Ça nous a un petit peu rapprochés, c'est notre philosophie, on va voir comment on a découvert ça. Guillaume, tu vas nous emmener à Villecontal. Alors, pour les gens qui ne savent pas où est Villecontal, c'est pas une petite ville. Effectivement, qu'est-ce que Danone fait à Villecontal? Alors, Villecontal, c'est un site qui est spécialisé dans les produits brassés, velouté, Activia, donc tout ce que vous connaissez de yaourt brassé aux fruits, il y en a une grande partie qui est fait là-bas. Et c'est une usine qui est très locale et très ancrée dans son territoire, puisqu'en fait, elle va un petit peu capitaliser et récupérer du lait sur toute la partie sud-ouest de la France. Ouais, donc il y a un vrai maillage en fait entre finalement tous les producteurs locaux et puis l'usine. C'est ce qui est intéressant. Et c'est là qu'effectivement tous les yaourts, vous avez la chance de manger, j'imagine, chacune et chacun. En tout cas, voilà, l'idée c'était de présenter un petit peu Villecontal et on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le tableau qu'on regarde actuellement? Oui, absolument. Alors, le tableau qu'on voit à l'écran, c'est un tableau d'indicateurs qui est en fait support pour la routine du matin. Donc, c'est une réunion qu'on appelle le top qui dure une vingtaine de minutes. Et en fait, l'objectif, c'est de rebalayer les résultats de la veille avec un petit historique sur la semaine en cours autour de différents axes. Bon, c'est les axes principaux SQCDMN, sécurité, qualité, coût, délai, motivation et nature. Voilà. Donc effectivement, et aujourd'hui, en fait, remplir ce tableau, l'exploiter au quotidien, ça s'inscrit dans un process qui est en 4 étapes. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ce process? Oui, tout à fait. Donc en fait, tous les matins, on a une tournée terrain. Donc l'objectif, c'est de venir checker. On a une liste de points qui est définie en fonction de nos rôles dans l'usine. Ça va être de la présence, de la ponctualité. Est-ce que la machine tourne bien? Quel est son niveau de performance? Et ensuite, on va venir inscrire ces résultats sur notre whiteboard pour pouvoir ensuite échanger avec le reste de l'équipe et tirer des résultats, des incidents, etc., un plan d'action qui va être vraiment focus sur les dernières 24 heures pour améliorer, faire de l'amélioration vraiment à court terme. Ouais, donc c'est un process aujourd'hui qui est indispensable au bon fonctionnement de l'usine, qui permet aussi de rythmer les différents temps en fait dans la vie de l'usine. Et c'est ça qui a été le cœur en fait de notre consultation, et c'est sur quoi finalement on est intervenu. C'est comment digitaliser en fait cette réunion performance du matin. Et donc l'objectif du projet, quand on s'est rencontrés, on a longtemps échangé autour de ce projet. C'était intéressant finalement. Les enjeux, il y en avait deux. C'était la transformation digitale globalement. Les enjeux que tu as donnés stratégiquement au niveau de Danone, effectivement, c'est comment donner vie à ces enjeux au travers de la digitalisation de cette réunion qualité. Et puis
un enjeu qui est sous-jacent à cette transformation digitale, c'est la collecte et le traitement des données. C'est vrai on le voit sur le tableau qu'on a pu regarder ensemble juste avant, il y a énormément d'indicateurs. Ces indicateurs-là, ils ont du sens en fait. Ils permettent de révéler certains indicateurs, enfin certains événements, événements dans la vie de l'usine qui sont importants à faire remonter et à prendre en considération pour élaborer des plans d'action. Et donc aujourd'hui, tout ça c'était inscrit sur un whiteboard. Vous avez fait un petit peu vieillot, il a bien daté. Donc le process était très bon et on verra finalement comment tout ça s'organise. Mais l'objectif, ça a été de digitaliser ce process-là et de l'inscrire sur une TV tactile pour garder finalement l'organisation de cette réunion, tout en modifiant un petit peu les usages pour l'emmener vers quelque chose d'interactif, de digital. Notre ambition, du coup, évidemment, on en a parlé tout à l'heure, c'est ce que présentait Naomi, et finalement, c'est là aussi où on a un vrai point commun sur les objectifs stratégiques de Danone et de Limpide, c'est de mettre l'usage, en fait, au cœur de la conception d'outils. Donc, il y a eu une réflexion en amont qui a été faite par Danone pour essayer de trouver un outil qui permettait de le faire, un outil peut-être SaaS qui permettait de le faire. Et nous, en fait, on est arrivé avec une conception différente, très centrée sur l'utilisateur, avec une conception sur mesure. Et c'est ce qui a fait qu'on s'est retrouvé sur ce projet-là. Justement, notre capacité à mettre l'usage au cœur de la conception, c'est ce qui a fait finalement notre capacité à délivrer quelque chose. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment on l'a fait. Donc Naomi en parlait tout à l'heure, notre méthode, elle est en 4 étapes. En fait, c'est d'abord comprendre l'existant. On va mesurer l'expérience existante, on va essayer de comprendre. On va rentrer dans le détail juste après. La deuxième brique, c'est la définition. C'est comment on va travailler ensemble pour définir la nouvelle expérience et essayer de cadrer cette expérience. Évidemment, une fois qu'on a fait ça, on est en mesure de pouvoir designer et développer beaucoup plus facilement, puisqu'on a cadré cette expérience, on sait où on va. Et puis la dernière brique, c'est la brique de promotion de l'expérience, comment on diffuse en fait ce nouveau produit au sein de l'usine, en l'occurrence, et comment on fait en sorte d'essayer d'embarquer les utilisateurs pour pouvoir, là on a un changement d'usage, on passe du whiteboard au digital, donc il y a forcément des mécaniques à mettre en place pour faciliter l'adoption par les utilisateurs. Christina, est-ce que tu peux rentrer en détail du coup sur tout ce qu'on a fait? Tout à fait. Donc finalement, sur cette première étape, pour le coup, on a eu la chance d'aller dans l'usine, pour le coup, à Villecontal, de pouvoir observer et de pouvoir donc identifier finalement comment se réalisait finalement cette réunion en détail devant ce whiteboard pour vraiment comprendre les problématiques et les enjeux. L'idée, c'est qu'il y a différents rôles aujourd'hui qui ont été définis, c'est-à-dire que ça va donc du rôle de directeur, mais également finalement au simple, on va dire, la simple personne qui va donc juste consulter donc, ce tableau. L'idée, c'est de pouvoir recueillir vraiment tous les besoins, donc de la personne qui anime, mais également de la personne qui est responsable et qui peut aussi également, donc qui est impliquée dans la saisie, on va dire, des indicateurs, de pouvoir donc réussir à projeter des parcours et de se dire derrière, en termes de technique, de quelle façon est-ce que ça vient se structurer et donc ensemble avec donc les équipes de Danone de pouvoir donc pour le coup cartographier tout le parcours et se dire de comment cela va fonctionner et chacun des rôles pour le coup dans le projet. Et donc on a eu franchement cette grande chance. Moi j'étais ravie de pouvoir découvrir comment on faisait des activités. Ouais. Pour le coup je pense que c'est pas donné à tout le monde, mais en tout cas une très belle expérience et on a pu en tout cas identifier tous les points et répondre à l'ensemble des besoins de tous les utilisateurs en tout cas présents et contributeurs de cette réunion. Très bien, donc effectivement, on a recueilli tous les besoins, on a fait des ateliers en interne, d'observation. Évidemment, on a cartographié les parcours pour comprendre finalement chaque spécificité à chaque étape du parcours. Et puis, évidemment, on reviendra après, juste derrière, il y a une notion d'architecture technique. On est dans un environnement assez spécifique qui est celui de l'usine. Et donc, comment finalement on travaille aussi, on traite cette problématique en amont, il a fallu l'anticiper. Et donc, ça nous a permis de cartographier d'un côté les usages et de l'autre côté aussi les besoins et les problématiques liées à la technique. Un peu finalement de cette observation, il y a quand même des points positifs, parce que pour le coup, on avait quand même aujourd'hui cette réunion, elle avait lieu quand même tous les matins. Le process fonctionnait. Chacun avait des rôles qui étaient très bien définis, que ce soit les rôles d'animateur, de responsable.
on avait quand même déjà des éléments qui étaient bien mis en avant. On peut le voir hein, sur l'image que vous avez, donc avec des chiffres qui sont un peu dans le positif ou bien dans le négatif. Hein. Donc vraiment des éléments qui sont déjà poussés et véhiculés. Et c'est vrai que ce moment, voilà, pour le coup, ça restait quand même un moment d'échange entre les équipes. Mais une équipe, hein, je pense que l'ensemble de ce process fonctionnait bien, pour le coup, parce que l'équipe était experte. On s'est retrouvé vraiment face à des personnes qui connaissaient parfaitement leur métier et très impliquées finalement dans cette performance de faire tourner l'usine, en tout cas de manière optimale. Ouais, donc des vraies équipes très impliquées. Tout de suite, on a eu beaucoup de bons échanges, assez précis aussi. On a été frappé par le niveau de précision et d'expertise de l'équipe. C'était hyper intéressant de pouvoir s'immerger, de comprendre finalement tous les détails qui forment finalement la chaîne et le process en fait de cette réunion. Et ça a été vraiment un bon moment d'échange aussi convivial parce qu'il y a une vraie attente aussi au niveau des équipes. Et du coup, voilà, on a eu beaucoup d'échanges très positifs, très intéressants. Mais tout de même des points négatifs, hein, d'où notre présence. Comme vous le voyez, hein, pour le coup, un support obsolète. Au-delà, effectivement, ce support, hein, ça reste quand même un tableau blanc, hein, un whiteboard pour le coup. Donc une visibilité qui parfois peut être compliquée, notamment quand on est un peu éloigné. Hein. C'est toujours une question de gestion finalement de comment je peux voir mon tableau et le découvrir pour le coup en détail. Très peu évolutif, forcément on est limité, comme on se le doute, donc ajouter un nouvel indicateur pourrait devenir au bout d'un moment assez problématique. Une saisie pour le coup séquencée, parce que finalement chaque responsable venait donc le matin saisir ses chiffres avant même de commencer cette réunion. Donc qui dit donc un whiteboard dit forcément chacun son tour. Et la notion d'archivage, tableau blanc, on recommence, on nettoie tout et on recommence sur la semaine suivante. Donc, il y avait quand même des points négatifs et d'où effectivement notre travail avec les équipes pour pouvoir se dire que voilà, de mettre en avant les informations de manière en tout cas optimale et aussi finalement d'avoir cette notion d'archive, d'avoir un suivi sur le long terme de l'évolution en tout cas de la performance de l'usine. Ouais, donc des beaux aspects bien positifs aussi dans l'expertise métier et puis effectivement notre ambition de digitaliser les usages et de rendre ça évolutif. Ça, c'était la première chose. Puis ce qui nous a permis aussi de dégager une problématique dans la problématique, cette notion d'équilibre, cette réunion le matin, c'est un moment d'échange en fait. Et donc l'outil digital, il ne doit pas venir casser ce moment d'échange. Ça doit être un support différent, il doit ramener de la valeur et il doit surtout pas en fait tuer cette spontanéité, cette convivialité. Et en même temps, voilà, on est quand même dans un instant finalement assez structurant de notre réunion du matin, donc il faut qu'on vise une certaine forme de productivité. Mais voilà, l'équilibre entre convivialité et productivité, il faut qu'il soit là. Et en fait, ça a été au cœur de notre discussion et c'était très intéressant de voir finalement l'attachement à cette réunion au travers de ce tableau-là et comment il était important de ne pas tuer ça et justement au contraire de le nourrir. Et donc, ça a servi de base aussi à notre réflexion, aussi bien dans les parcours que dans le design. Et donc finalement, de toute cette observation de nos ateliers donc avec les équipes, de la définition un peu du parcours, l'idée c'est qu'on a donc défini cette roadmap produit, un peu la feuille de route, hein, qui recense finalement l'ensemble des fonctionnalités. Et l'idée derrière a été vraiment de de la prioriser et de définir des sprints de travail aussi bien donc en termes du X, du Y, mais également en termes de technique, pour pouvoir en tout cas délivrer assez rapidement un premier produit et après d'ajouter de nouvelles fonctionnalités complémentaires. Et en fait, ce tableau, en tout cas, nous a permis vraiment de nous accompagner sur l'ensemble du projet pour la livraison, en tout cas, donc, du support des TOP, pour le coup. Donc, il y avait un enjeu, effectivement, c'est mettre en place ce TOP sur un écran tactile, une grande télé tactile. Donc, forcément, l'UX des télécollectés, c'est quelque chose d'assez spécifique, finalement, parce qu'il y a plein de dimensions à appréhender. Il y a une dimension déjà dans l'espace. Effectivement, on est debout, voilà, du coup, on a un certain recul par rapport à l'écran. Il y a une dimension de groupe également, c'est-à-dire qu'il faut que je me positionne par rapport à cette télé au regard du positionnement des autres personnes qui vont assister à ça. Et du coup, on a fait un vrai travail en amont, tellement de recherche, d'UX recherche sur le design tactile de TV connectée pour pouvoir être sûr qu'on faisait les bons choix en termes d'ergonomie et qu'on soit capable de délivrer le plus de valeur possible pour garder cette notion de productivité et en même temps de convivialité. Donc après, on a quelques insights intéressants que je peux partager avec vous.
comme la taille de l'écran. Plus l'écran est grand, plus la vision globale de l'interface est réduite. La taille des éléments interactifs doivent être suffisamment grands et bien placés pour être atteints sans difficulté, évidemment. Donc, on a tendance à désigner tout plus gros par rapport à un écran d'ordinateur. La taille de la navigation, ça c'est très important. Évidemment, si la navigation est en plein milieu, quand on va avoir besoin de naviguer et qu'on va être la personne qui va animer cette réunion, on va devoir se placer en plein milieu de l'écran et les autres ne vont pas voir. Et c'est sur ce genre d'éléments qu'il va falloir prendre en considération et donc placer le menu de telle façon à ce qu'il permette une bonne vision de la part de tous les gens qui travaillent autour de ce top. Et donc, il y a aussi une notion d'effort physique. Effectivement, on est debout. Voilà, ça se prend en considération, le déplacement, le regard, la fatigue visuelle et puis un effort physique lié à l'outil en lui-même et à la dimension tactile. Donc ça, c'est quelques éléments, quelques insights qui ont été sélectionnés, mais il y en a plein d'autres. On vous mettra en lien, un lien de téléchargement suite à ce talk-là, dans le mail que vous recevrez, qui vous permettra de pouvoir, si vous le souhaitez, télécharger un document qu'on a fait suite à ce travail-là, pour pouvoir approfondir votre connaissance de l'UX des téléconnectés, des grands écrans tactiles. Voilà, vous aurez la possibilité de le télécharger suite à ce talk. Finalement, dans cette phase, ensuite à nos les ateliers, définition de la roadmap, et on a finalement embarqué toutes ces notions dont parlait Nicolas, d'écran tactile et TV connecté. L'idée a été rapidement de poser finalement vraiment les grands parcours utilisateurs, de pouvoir prototyper et tester. Comme le disait Nicolas, c'est vrai que nos wireframes, pour le coup, ont été très orientés design tactile. Vous voyez, la gestion du menu, comme vous voyez sur le coup, sur la partie démo que vous avez présent là, voilà, toujours accessible sur un seul côté, pour ne pas nuire justement à la vision et à la visibilité quand je suis effectivement en réunion. Donc, une gestion en tout cas des placements des zones de clic qui est assez, pour le coup, réfléchie, toujours dans cet objectif d'avoir TV connectée, animation d'une réunion et d'avoir un accès au clic très très simple. Donc comme je le disais, prise en compte de la gestion, vraiment c'est vraiment cet aspect-là. Donc gestion vraiment de la navigation, de pouvoir cliquer assez facilement. Et le prototype, pour le coup, on l'a vraiment réalisé à taille réelle, de pouvoir se dire qu'on pourrait vraiment le tester en live sur la vidéo, sur la TV connectée, qui serait donc du coup disponible chez les équipes à l'usine de Danone, en ayant vraiment toujours en tête d'avoir des grands principes. De bien visualiser les indicateurs, parce que pour le coup, c'était vraiment le point clé, et pour répondre à un des points négatifs, notamment du tableau blanc, de pouvoir voir très facilement les indicateurs qui ont été saisis, de pouvoir ouvrir finalement une saisie collaborative des indicateurs, c'est-à-dire que plus besoin d'avoir je suis devant le tableau, je saisis, et après c'est au prochain de le faire, c'est que chacun puisse être à même de saisir ces indicateurs avant même de commencer finalement cette réunion, de pouvoir animer le top. Et là, toute cette gestion finalement de clics assez simple et gestion sur une zone vraiment accessible, donc pour le coup sur la gauche, et visualisation du plan d'action. Donc là, vraiment, toujours focus sur, voilà, on a des indicateurs, des éléments chromatiques qui me disent assez simplement est-ce que ça va, est-ce que ça ne va pas, et derrière de pouvoir très rapidement définir le plan d'action, y accéder simplement sur un écran. Ce que vous voyez sur la droite, évidemment, c'est des prototypes ultra simplifiés qui nous permettent de valider des concepts en amont. Et après, évidemment, là, on est sur du noir et blanc, on est vraiment sur la recherche ergonomique. Et tout ça, il a fallu le transformer après en design. C'est l'étape d'après. Donc, sur le design, il y a eu un échange, vous vous souvenez, justement, on parlait de convivialité et de productivité. L'objectif, ça a été la tentation, c'était de faire un outil très technique, finalement, parce que nous, on est dans un environnement technique. Et les outils de l'usine, souvent, sont des outils très techniques, en fait, dans l'approche, stylistiquement et ergonomiquement. Notre approche à nous, ça a été justement d'essayer d'avoir quelque chose qui soit assez rond, plutôt sympa, avec des pictogrammes en volume, qui nous permettent d'avoir des couleurs assez vives et d'avoir un design relativement doux, justement, qui fait un petit peu un clin d'œil également à l'environnement de la laiterie dans lequel on évolue, mais également qui amène cette forme de convivialité. On sent qu'on n'est pas dans un outil technique, et on a mis des petites illustrations, pas mal de points d'entrée assez sympas pour redonner quelque chose, ramener de l'émotion et de la convivialité dans le design. Donc, design ludique et coloré, un prototype très complet. Après, effectivement, avec la data, celui que vous avez vu juste avant, c'était vraiment sur du concept ergonomique. Là, on est allé très loin dans le prototype. On a simulé des micro-interactions, on a mis en place les
les bons indicateurs, évidemment, les bons chiffres, la data, c'est important parce que la vraie data, c'est ce qui donne de la valeur aussi au prototype. Et donc, ce prototype-là, on l'a fait et on l'a mis de telle façon à pouvoir ramener quelque chose d'assez ambitieux qu'on puisse tester en conditions réelles sur toute la longueur des parcours et toute sa densité. Et puis, il y avait un élément qui était important, qui va dans le sens de cette convivialité et dans le sens de pouvoir améliorer la productivité, c'est la gamification. En fait, comment on incite les différents utilisateurs à pouvoir remplir en fait leur talk, à pouvoir aussi comprendre en fait quels sont les résultats finalement des plans d'action. Et donc il y a quelques éléments intéressants, peut-être Christina, tu peux nous l'expliquer. C'est vrai que le point d'entrée était surtout que l'ensemble des collaborateurs de l'usine, quand ils arrivent, ils ont ce premier écran que vous voyez tout en haut, pour le coup à gauche, et qu'on est finalement ce point où, dès l'entrée, j'arrive à voir est-ce que tout se passe bien, ou est-ce qu'effectivement il y a un point de difficulté. Donc c'est déjà aussi identifié avec des principes assez simples, de couleurs, de petits points qui viennent donc alimenter donc du vert, du rouge, du orange pour dire bon, ça va bien, mais la jauge qui gère effectivement le nombre d'incidents, accidents qu'il peut y avoir dans l'usine, et toujours cette idée d'avoir ces éléments ludiques de tout va bien avec des petits pouces, et vraiment rentrer dans une démarche vraiment assez ludique et d'accompagner finalement le collaborateur dans l'usine dans cette idée, voilà, ça va bien se passer, c'est cool, c'est fun. Voilà, il y a un côté un peu fun aussi également. Et cette gestion, vous voyez, le principe de croix de santé également sur l'écran pour le coup, donc de droite. Où là, un même principe, on reprend des usages déjà existants pour le coup dans les usines. La croix de santé, c'est quelque chose qui existait déjà pour le coup chez Danone. Et donc, mais là, l'idée, c'est de pouvoir le véhiculer, ramener de la couleur et de le rendre pour le coup beaucoup plus simple. On retrouve juste en bas, même principe sur les plans d'action. Donc finalement, les plans d'action, c'est les actions finalement qu'on met en place pour optimiser en tout cas la performance, d'avoir un principe de podium, c'est-à-dire les collaborateurs qui finalement ont réalisé le plus d'actions. Et donc d'avoir vraiment ce jeu de pouvoir de dire, voilà, toi tu es le premier, tu es le deuxième, tu es le troisième, et de pouvoir en tout cas alimenter et en lancer en tout cas je dirais des défis, mais pas vraiment, mais dans l'idée en tout cas de pouvoir inciter les collaborateurs en tout cas toujours à résoudre en tout cas les actions si possible, le plus rapidement possible. Et donc, même principe, toujours cette gestion vraiment de couleurs avec ça s'est bien passé, mal passé, ce qu'on voit sur l'écran, donc pour le coup, juste en bas à droite. Et Guillaume, peut-être que tu peux nous raconter finalement les débats qu'on a eus autour de l'écran qu'on voit en bas à droite sur les 3P et puis les différentes couleurs qui n'existaient pas finalement de cette nature au départ. Oui, tout à fait. En fait, de façon générale, sur l'application, on a un design vraiment disruptif par rapport à ce qu'on avait avec le tableau blanc, qui nous a fait aussi un peu remettre en question notre façon de percevoir l'information et de la comprendre. Donc, ça a été le cas sur la croix de santé, sur l'écran d'accueil en haut à gauche. Avant, on avait simplement une croix avec des couleurs qu'on a transformées en jauge qui permet un petit peu de se lancer le défi d'avoir le plus de jours sans incident ou accident, qui revient à 0, etc. Donc, ce système de jauge, ça permet de remettre un peu en contexte l'indicateur. Et l'autre gros point de débat, ça a été la partie 3P. Donc, c'est un indicateur qui en regroupe 4, en fait. C'est la notion de présence, ponctualité, participation, plus le remplissage de la tournée terrain, qui se résumait à un point rouge ou un point vert, c'est fait, c'est pas fait, par personne, qu'on a transformé en dynamique de groupe, en fait, en regroupant seulement sur 4 feux tricolores, pour changer cette dynamique qui était vraiment personnelle de je fais mon travail, je suis là à temps, on le fait ensemble, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, on respecte tous la ponctualité, on participe tous, et du coup ça revoit le management et la dynamique et l'intelligence collective de l'équipe. Ouais, donc c'est super intéressant. En tout cas, c'était des bons moments d'échange finalement, et il y a vraiment un enjeu derrière tout ça, c'est de la donnée également. Donc, comment on transforme cette donnée en indicateur? Parfois, on a besoin d'afficher la donnée sous forme de chiffres et parfois, on a besoin d'en faire la synthèse pour pouvoir la représenter d'une manière différente.
parce que ça donne plus de sens et ça va dans l'objectif de cette réunion. Évidemment, tout ce qu'on fait, on le teste. Notre méthode centrée sur l'expérience utilisateur et l'utilisateur tout court d'ailleurs, elle s'inscrit dans une logique de test. Donc là, ce que vous voyez, c'est une partie évidemment de test qui a été fait dans l'usine avec le prototype réalisé sous Figma, en fait, pour pouvoir être installable directement sur la télé. Mais notre objectif, ça a été d'optimiser suite à ces tests la lisibilité, notamment avec du recul, la couleur, la taille des pictogrammes, toutes les zones de clic, effectivement, qui nous permettent de vraiment viser une utilisation quotidienne parfaite, en tout cas de tendre vers ça. Et l'objectif, ça a été de travailler, de faire ces micros-ajustements avant de partir en développement, évidemment, parce que modifier un prototype en design, ça coûte beaucoup moins cher que de modifier forcément un prototype développé. Donc toujours faire des tests utilisateurs, on en a fait sur les prototypes en UX et on en a fait évidemment sur les prototypes design. On a eu la chance de développer aussi l'interface. Oui, tout à fait. Donc pour le coup, comme disait Nicolas, finalement après ces tests, c'est vrai qu'on a eu la chance de travailler sur le développement. Donc pour le coup, on avait quand même quelques contraintes, parce que comme qui dit usine, donc finalement environnement finalement qui était pour le coup assez fermé. Donc toujours un peu compliqué pour la gestion des bugs, notamment si demain effectivement on identifie donc un bug sur donc l'outil, compliqué de pouvoir donc l'identifier. Donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir face à nous, donc notamment avec Guillaume et la personne qui gère la technique donc chez Danone, de pouvoir donc finalement de gérer des développements même de services qui permettaient de contourner ces problèmes-là. Donc d'avoir un système de recensement finalement tous les matins des points techniques qui auraient pu être bloqués et donc de pouvoir nous envoyer ce fichier, de pouvoir réussir à le traiter ou en tout cas essayer de l'identifier. Et derrière, toujours dans cette idée, c'est l'interconnexion avec des outils existants. C'est vrai que Danone, pour le coup, en tout cas sur l'usine de Villecontal, avait déjà donc, du coup, pour le coup, des datas qui étaient récupérées automatiquement. Et donc, l'idée a vraiment été de mettre en place, de se dire que sur ce top, de pouvoir alimenter et d'interconnecter finalement des outils déjà existants et de remonter la data automatiquement et d'automatiser cet élément-là. Donc, tous les matins, les informations apparaissaient au même titre qu'un responsable saisissait les datas qu'il devait en tout cas remonter. Les datas qui, elles, étaient disponibles remontaient automatiquement tous les matins donc, dans l'outil. Et donc, ça a été vraiment voilà, un travail d'équipe avec les équipes pour le coup côté donc technique Danone et côté pour le coup technique chez nous également, parce que travailler vraiment un peu en fermé, donc notamment sur l'environnement côté Danone, a été un vrai enjeu pour le coup. Je pense que c'est un des points les plus compliqués en termes d'échange, mais peut-être Guillaume, tu peux nous raconter sur le debug finalement de ton côté. Effectivement, il y a des choses, un process à mettre en place. Oui, tout à fait. En fait, les environnements usines, parce que là, on est vraiment dans la partie industrielle du réseau, fait que on a des règles de communication qui sont un peu différentes de toute la partie bureautique, ce qui est très répandu dans l'industrie. Donc, il faut s'adapter, il faut trouver des petites parades. Dans notre cas, c'était toute la gestion catch des crashs PHP ou HTML. Qu'on ne pouvait pas faire avec le service initial que Limpide utilisait. Donc là, on a trouvé une solution en récupérant les logs et en les transmettant sous une autre forme. Donc déjà, un point hyper important, c'est que l'équipe technique Limpide a su s'adapter, a su mettre en place des choses pour que nous, on puisse aussi les aider à récupérer les informations qui allaient bien. Et ensuite, l'autre point qui est très très important, c'est la partie interactivité avec les outils existants. Donc, mettre à disposition un outil qui soit suffisamment ouvert pour que ce qui existe déjà dans les usines puisse donner de l'information, parce qu'en fait, de façon générale, il y a beaucoup d'informations qui sont morcelées dans différents systèmes. Quand il faut les regrouper, si l'outil est trop fermé, on se retrouve avec des blocages et en fait on n'améliore pas l'expérience utilisateur. On se retrouve avec un outil qui est digital, mais en fait on fait les mêmes opérations que quand c'était un whiteboard. Et avec cette automatisation, on a vraiment passé un cap en termes de productivité et de convivialité.
Ouais, donc c'est vraiment des enjeux ultra intéressants, mais qui sont structurants, hein, effectivement. Notre objectif, c'est mettre en place des solutions qui soient évolutives. Donc être capable de bien appréhender toutes ces dimensions, c'est fondamental en fait pour pouvoir se dire qu'effectivement, on met en place quelque chose qui va, un, servir les usages et qui va, deux, être évolutif et pouvoir nous amener à évoluer au fur et à mesure de l'incorporation de nouveaux outils au travers de la chaîne de production, être capable de pouvoir se connecter pour continuer à faire vivre le projet et à délivrer de la valeur. Le mot de la fin, peut-être pour toi, Guillaume. Oui, tout à fait. 3 points importants à retenir. Le premier, c'est l'approche de limpide. Dans l'industrie, on a une tendance, surtout dans les grands groupes, à avoir un outil core qu'on va venir déployer parce qu'il répond à X% des besoins terrain. Alors c'est bien, mais ça a ses limites dans le sens où l'expérience utilisateur, rien que culturellement, si l'outil a été sélectionné plutôt par une équipe en Hollande ou en Allemagne, on va pas avoir du tout la même approche. Donc rien que ça, on transcende déjà l'outil. Et en plus de ça, on s'inscrit dans un processus et une routine. Donc il y a vraiment un usage qui est quotidien par beaucoup de personnes différentes. Avoir une expérience utilisateur et un chemin utilisateur qui soit bien tracé et qui soit fluide, c'est vraiment déterminant pour la réussite de la digitalisation d'un processus comme ça. Ensuite, le deuxième point hyper important, c'est la partie représentation de la donnée et accessibilité. Sur la partie accessibilité, quand on a un whiteboard, on peut récupérer la donnée et la lire que quand on est dedans. Avec un outil type web, comme on a là, depuis mon bureau, je suis capable d'aller regarder quelles actions sont ouvertes, lesquelles ont été fermées, quel est le niveau de performance, etc. Donc c'est bête, mais rien que limiter cet effet de déplacement dans l'usine juste pour aller chercher une petite information, ça fait gagner en productivité, puis ça permet aussi de changer l'approche. Et sur la représentation de la donnée, comme disait Christina tout à l'heure, on avait un historique sur une semaine, on efface une fois que la semaine est passée. Donc finalement, prendre du recul sur tous ces indicateurs, ça devient très compliqué, à moins qu'ils soient stockés ailleurs. Donc là, on a travaillé sur l'instantané, et je comprends ma donnée, elle est rouge, elle est verte, mais je suis aussi capable de prendre de la hauteur pour dégager d'autres informations. Et enfin, le dernier point hyper important, c'est la partie flexibilité et évolutivité. Rajouter des indicateurs, changer d'utilisateur, etc. C'est quelque chose qui est hyper important dans les usines. On a des usines qui évoluent très vite. On a des problèmes, pareil, vont arriver rapidement, soit vont être clos. On a besoin de changer d'indicateur parce que la tendance, elle est ailleurs. Et là, on a un outil qui répond tout à fait aux besoins avec un archivage. Donc, c'est pas parce qu'on change d'indicateur qu'on perd la donnée. Tout ça, c'est vraiment hyper important pour avoir un outil qui perdure dans le temps. Merci beaucoup, Guillaume, pour ces points très intéressants, cette analyse assez fine. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce talk. Peut-être Naomi, tu peux conclure. Et effectivement, merci à tous. On va prendre les quelques questions si vous en avez une, et on a notamment une de Cyril. Plutôt pour toi, Guillaume, est-ce que ce projet il est venu d'une volonté personnelle d'améliorer le process, donc côté collaborateur, ou de la direction? Alors c'est un peu des deux. Quand on a commencé le projet, il y avait déjà une volonté d'aller vers le digital. C'était pas le process le plus prioritaire, on va dire, mais l'équipe, de façon générale, hein, du site de Villecontal, a levé la main pour aller dans cette direction-là. Donc c'est un petit peu des deux. On va dire qu'on est poussé par le groupe pour aller vers le digital, et ça a été un choix usine et un choix un petit peu personnel du site d'aller sur ce process-là en digitalisation.
Merci Guillaume. Est-ce qu'on a d'autres questions? N'hésitez pas, c'est l'occasion. Maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, effectivement. On va attendre quelques secondes peut-être. Il y a une autre question. Voilà, ou si vous avez des remarques à faire sur est-ce que ce talk vous a été utile, est-ce que vous l'avez trouvé intéressant. Voilà, n'hésitez pas à nous faire toutes vos remarques et à poser vos éventuelles questions si vous en avez. On a une question de Christophe. Guillaume, est-ce que d'autres usines sont équipées? Alors, on a eu la volonté de continuer à équiper les autres sites avec cet outil. Et en fait, dans la démarche, notamment Digital Manufacturing Acceleration, il y a un outil core qui est tombé qui est différent, qui s'appelle Solvayce. Et du coup, pour avoir comparé les deux, parce que j'ai travaillé dessus, ça n'a rien à voir en termes d'expérience utilisateur. On a beaucoup de frustration pour l'instant sur l'outil Solvayce. On essaie de travailler dessus. Mais on s'inscrit quand même dans une volonté d'améliorer tous ces processus. Très bien. Et combien de temps a duré l'intervention? Peut-être Nicolas et Christina, vous pouvez répondre à cette question. Combien de temps a duré l'intervention côté Limpide sur cette mission? On a eu une première phase de cadrage à l'origine, qui a dû durer, je pense, peut-être le temps de pouvoir se déplacer, en tout cas à l'époque, de trouver la bonne date. Peut-être 2 mois, si ma mémoire est bonne, en tout cas, dans la partie se déplacer, donc aller faire finalement l'observation en usine, les ateliers donc avec les équipes, et après finalement la livraison, on va dire, un peu de notre recommandation finale. C'est un petit peu moins de 2 mois, ouais, je pense. Enfin, 1 mois et demi, 2 mois. Et après le projet, c'est une très bonne question. Je pense que c'est 5-6 mois. Ouais, je pense, Guillaume, tu confirmes, hein, mais je pense qu'on a eu 5-6 mois le temps de valider donc finalement l'ensemble des parcours, mais également finalement des maquettes et toute la partie après technique qu'on a livrée en 2 fois notamment. Un premier MVP qui pour le coup lui embarquait juste la visualisation et la réalisation pour le coup de la réunion avec une saisie en live lors de la réunion, en tout cas des indicateurs. Et après, on est venu ajouter finalement les fonctionnalités complémentaires de chaque responsable était libre, en tout cas, ils pouvaient faire de manière indépendante avant le top sur leurs ordinateurs de pouvoir saisir les indicateurs dont ils étaient responsables. Donc c'est vrai qu'on a eu deux grandes livraisons, on va dire, un côté. C'est pensé par des sprints, effectivement, également. Mais ouais, 5-6 mois, je pense, tout à fait, pour le coup. Bon, si ça peut être lent pour certains, hein, la partie hyper importante et qui a pris du temps côté Danone, c'est la partie validation des maquettes. Oui, c'est faut pas se le cacher. Mais en fait, pourquoi ça prend du temps? Parce qu'on a besoin de processer l'information et de le comparer à ce qu'on fait tous les jours. Parce qu'une fois que c'est développé, on se retrouve dans un cul-de-sac où en fait, il faut qu'on redéveloppe l'application parce que finalement, elle est un petit peu à l'écart par rapport à ce qu'on avait initialement imaginé. Donc, il y a eu un gros travail là-dessus et sur la partie design pour inviter en fait, l'utilisateur à venir cliquer, parce que rien que ça, c'est une partie qui est hyper importante. La donnée, elle avait une mise en forme différente entre le whiteboard et aujourd'hui l'application. Donc, il faut quand même pousser l'utilisateur à venir chercher l'information quand il en a besoin. Ouais, très intéressant. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? C'est bon. J'ai l'impression qu'on a fait. C'est bon. Eh bien, merci en tout cas à tout le monde d'avoir suivi ce talk et merci pour votre écoute. On va bien sûr vous envoyer ce petit guide pratique qui répertorie les bonnes pratiques UX pour concevoir une interface pour des TV connectés. Donc, regardez bien votre boîte mail aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Guillaume également d'avoir participé à ce talk. C'était un vrai plaisir de travailler avec toi sur ce projet et puis de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. Partagez. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.